Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Éco-Région, c'est le magazine des entreprises qui font bouger vos territoires. On commence tout de suite avec le sommaire. La forêt vosgienne est aujourd'hui pourvoyeuse d'activités et d'emplois. Demain, elle pourrait l'être encore plus. Mais comment faire ? Reportage dans un instant de Vosges TV. 40% des moules récoltées chaque saison sont invendables, car trop petites bien souvent. Mais que fait-on de ces moules invendables, longtemps jetées tout simplement ? Elles deviennent désormais du biogaz et de l'engrais. TVRN nous en dira plus. La saison de la coquille Saint-Jacques a commencé le 1er octobre dernier. La pêche pourrait être en baisse cette année par rapport à 2024. Reportage de TBO. Enfin, nous allons découvrir une faim d'apprendre, un restaurant qui est aussi un centre de formation pour les personnes en situation de handicap dans le domaine donc de la restauration. Un reportage de Lyon Capitale. La forêt vosgienne est aujourd'hui pourvoyeuse d'activités et d'emplois. Demain, elle pourrait l'être encore plus. Comment ? En développant notamment localement des entreprises artisanales autour de l'agencement et de l'ameublement. Un reportage de Vosges TV. La forêt vosgienne pourrait être demain encore plus pourvoyeuse d'activités et d'emplois. Comment ? En développant localement des entreprises artisanales autour de l'agencement et de l'ameublement. La préoccupation ce mardi de ces socioprofessionnels qui ont visité la scierie de Xonrues-Longemer. On peut associer le bois et le granit, c'est deux matériaux naturels qui vont très bien ensemble. Et puis ça permet aussi d'essayer de travailler en filière courte. C'est aussi ça l'idée, parce que souvent on est très bon pour travailler loin, alors que tout près il y a plein de compétences et de solutions pour travailler ensemble. Un constat dressé et partagé en matinée par l'ensemble des participants à cette première journée organisée à Gérardmer par le Parc des Ballons, le collectif des Hommes et des Arbres, porté par l'Agglo d'Épinal et la métropole du Grand Nancy, par Made in Grand Est et par la Fibois Grand Est. Utiliser plus de résineux vosgiens dans l'agencement et l'ameublement, on en est pour l'heure au stade de l'expérimentation. Exemple dans le Val d'Argent. C'est Sainte-Marie-aux-Mines, Sainte-Croix-aux-Mines, Rombat et Lièvre, avec une micro-filière qui se reconstruit où ces questions de traçabilité font partie des enjeux pour le collectif composé d'entreprises, de collectivités et d'associations. Cette journée avait par ailleurs pour objectif d'acculturer tous les acteurs à un usage plus important du bois local. Nous, on est une toute petite structure, mais on a des clients qui sont attentifs à ce genre d'histoire qu'on peut raconter avec un bois qui a poussé dans une forêt ici et qu'on récolte et qui devient un bardage demain. Enfin, c'est des histoires qui parlent aux gens et c'est comme ça que nous on a envie de travailler en tout cas. Ce mardi à Gérardmer, toujours bien sûr à propos de bois, il a également beaucoup été question de réemploi, un autre secteur porteur en matière de métiers à inventer et surtout d'éco-responsabilité. Après 7 années de recherche et développement, le groupement des producteurs Cultimer a mis au point un système révolutionnaire permettant de valoriser les petites moules non commercialisables en les transformant notamment en biogaz ou encore en engrais. Un reportage de TVRN. Après 7 ans de recherche et mise au point au sein du groupement des producteurs Cultimer, le prototype innovant de fermentation des moules est désormais opérationnel. Le procédé est intégré dans un conteneur maritime d'où il ressort 2 produits après chauffage de la matière à 55 degrés durant 3 jours. Des coquilles de moules dépourvues de chair qui vont être épandues en tant qu'épandage agricole pour notamment lutter contre l'acidité des sols. Et on obtient également un hydrolysat issu de la fermentation de la chair de moule qui va être méthanisée et transformée en biogaz, en biométhane. Avant d'être acheminé vers un méthaniseur, le liquide est chauffé à 70 degrés pour raison d'hygiène. Donc ça fonctionne depuis déjà quelques mois et donc on est sur une innovation qui est complémentaire avec les déchets agricoles. Cette méthanisation permet de régler le problème de la gestion des moules sous taille non commercialisables, représentant tout de même 40% des récoltes sur une saison et qui jusque-là étaient rejetés en bord de côte sur les zones de marnage. La saison de la coquille Saint-Jacques est ouverte. La campagne de pêche a débuté le 1er octobre dernier en baie de Saint-Brieuc. Après une saison 2024 exceptionnelle, le nombre de coquilles est en baisse cette année. Un reportage de TBO. La saison de la coquille Saint-Jacques est ouverte.
La campagne de pêche débute ce mercredi 1er octobre en baie de Saint-Brieuc. Après une saison 2024 exceptionnelle, le nombre de coquilles est en baisse cette année. Principalement du fait qu'il n'y a pas trop de relèves, c'est-à-dire les jeunes coquilles Saint-Jacques qu'on voit pour la première fois lors de notre campagne d'évaluation directe, apparemment, elles ne sont pas au rendez-vous au même niveau que les années récentes. Et ça, c'est une constante commune aussi avec d'autres gisements. C'est-à-dire en 2024, il y avait des facteurs qui ont empêché d'avoir une très bonne reproduction. La pêche à la coquille Saint-Jacques est très encadrée en France. Elle compte 800 navires et près de 3000 pêcheurs. Les quotas restent fixés à 10,5 tonnes par bateau et par jour de pêche pour les dragueurs et 500 kilos pour les plongeurs. Selon l'Ifremer, il est important de maintenir cette réglementation pour préserver l'espèce. Comme il y a moins, ça veut dire qu'il faut adopter encore plus une politique de reliquat de pêche. C'est-à-dire, on va essayer de préserver davantage les classes les plus âgées. C'est ce qu'ils font à merveille en baie de Saint-Brieuc, globalement en Bretagne Nord, et préserver un peu plus pour pallier les années creuses. 48 000 tonnes de coquilles ont été débarquées en France lors de la saison 2024-2025, dont 10 000 en baie de Saint-Brieuc. Les voisins des vignes sont plus exposés aux pesticides que le reste de la population. C'est le constat d'une récente étude publiée en septembre dernier. Au total, 2700 personnes ont été testées dans 6 régions viticoles différentes. Qu'en pensent les riverains des vignes et vignerons d'Indre-et-Loire? Un reportage de Val-de-Loire TV. Élodie habite à Chouzé-sur-Loire et ses plus proches voisines, ce sont ses vignes. À l'année, ça ne change pas grand-chose à ses journées, sauf au moment où des traitements sont appliqués dans les rangs. Ayant grandi dans la région, on va dire que ça inquiète pas plus que ça, mais on sait qu'il faut être prudent. Voilà, après, il faut faire attention à ce qu'on consomme. Et puis, je vous dis, à fermer les fenêtres. Et puis, le linge, c'est pareil. Et puis, bon, après, ça vient sur la peau, donc on ne sait pas. C'est comme pour la piscine. Je ne suis pas trop fan quand ils diffusent le produit et qu'il y a la piscine. Un quotidien partagé par de nombreux Français. Alors, cette exposition aux pesticides a été mesurée lors d'une récente étude menée par l'ANSES et Santé publique France. Elle compare les taux de contamination entre 2 groupes, les personnes habitant à plus d'1 kilomètre des vignes avec celles qui résident à moins de 500 mètres. Le résultat, jusqu'à 45% de pesticides en plus retrouvés dans les urines des voisins des vignes et jusqu'à 1000% en plus dans les poussières prélevées dans leur logement. Des chiffres qui importent forcément les premiers concernés, les vignerons. Moi, je la trouve très intéressante, cette étude. Nous, dans notre idéologie, c'est de ne pas traiter. C'est clair, voilà. Et c'est vraiment la mentalité, en plus de la nouvelle génération qui arrive, on essaie de mettre en place des mesures pour réduire, voilà. Parce que nous, ce qu'on aime, c'est être dans nos vignes, c'est à travailler nos cèpes, mais pas être sur un tracteur avec un pulvé. Quand on le fait, c'est qu'on est obligé de le faire. À l'échelle locale, des accords sont passés entre vignerons et riverains pour qu'ils soient avertis des jours de traitement. À noter que l'étude Pestirive mesure uniquement des taux de pesticides et ne fait pas de lien éventuel avec des risques pour la santé. Elle liste également certains gestes du quotidien qui diminuent l'exposition. Enlever ses chaussures en rentrant chez soi, disposer d'une VMC, éplucher les fruits et légumes de son jardin ou encore limiter la consommation d'œufs issus de son poulailler. Et puis focus sur une formation pas comme les autres. Nous sommes dans le domaine de la gastronomie et du service, dans le secteur de la restauration. Je vous invite à découvrir à Lyon une fin, F-A-I-M, d'apprendre avec Lyon Capital. Dominique Moreau, chef Toque Blanche Lyonnais. J'ai la chance d'être le président de l'association Une Envie d'Apprendre. C'est une association qui a pour but de rencontrer, de recruter, de détecter des compétences chez des personnes en situation de handicap quelconque. On a la chance de rencontrer à chaque fois des personnes motivées qui s'impliquent dans le monde de la restauration parce que c'est notre métier. On a un centre de formation en parallèle qui s'appelle Une Fin d'Apprendre et qui est agréé par l'État et qui accompagne ces personnes sur des formations diplômantes d'État et surtout sur de l'immersion et de l'insertion dans le monde du travail. Parce que le but de tout ça, c'est le retour au travail ordinaire. Bonjour et bienvenue dans le restaurant d'application Une Fin d'Apprendre, centre de formation depuis 2018.
Nous accueillons ici tout style de personnalité. Nous leur offrons ici de quoi se réengager dans un milieu professionnel, donc principalement de la restauration. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi tous les midis. Donc je suis Edgar Revel, le maître d'hôtel du restaurant. Et nous avons ouvert depuis peu avec mon associé Julien Lavaux un autre restaurant qui est un restaurant autonome, un joli mot pour dire self-service, pour faciliter l'intronisation des personnes en situation de handicap dans le milieu de la restauration. Donc voilà, ça s'appelle Le Petit Marché et c'est situé dans Lyon 9e, comme notre restaurant Une fin d'apprendre, le centre de formation. C'est des belles histoires à chaque fois, c'est plein d'exemples. Maxime, Sofiane, tout plein, qui passent par chez nous et qui ont la chance, par leurs compétences surtout, donc de retrouver ce monde-là de la restauration. Bien sûr, comme toute association, on a besoin d'être accompagné financièrement. À quoi sert cet argent? Cet argent sert à leur payer des tenues, à leur payer des stages, à les accompagner peut-être dans le transport. Enfin bref, on a besoin d'un peu de sous. C'est bienveillant, c'est bien géré. Fiducial fait partie des groupes qui nous accompagnent aujourd'hui. Donc on est très contents. Merci pour cette vidéo, merci pour l'appui. Et voilà, et longue vie à Une fin d'apprendre. Allez, pour terminer, nous partons à la découverte, plutôt dans les coulisses, des carrières de Lémont en reportage de Puissance Télévisions. Au milieu des engins et des montagnes de gravier, les visiteurs se glissent dans le quotidien des carrières. Ici, à Romaincourt, on extrait les alluvions calcaires directement dans l'eau. Avant de les transformer, tout est calibré, contrôlé, normé pour répondre aux besoins techniques. Aujourd'hui, les machines sont à l'arrêt et des visites guidées sont organisées. Donc c'est un métier qui est très méconnu du grand public. C'est pour ça que nous ouvrons nos portes grâce à l'UNICEM, l'Union nationale des industries carrières et matériaux. Nous avons tous besoin de sable dans notre quotidien, on en retrouve tout autour de nous, tous les jours, que ce soit dans les écoles qui sont construites avec ces matériaux-là, les routes, les hôpitaux, nos maisons individuelles, etc. Avec une installation inaugurée à l'été 2024, fruit d'un investissement de 3 millions d'euros, le site s'est modernisé. 12 salariés travaillent aujourd'hui pour l'entreprise familiale, créée en 1956 et toujours en développement. L'objectif de la journée, offrir de la transparence, expliquer au public à quoi sert ce travail invisible et faire découvrir un savoir-faire. Il y a des connaisseurs qui viennent charger, qui connaissent déjà, mais qui connaissent les granulats, mais qui ne connaissent pas forcément le principe d'extraction, de concassage, tout ça. Donc ils sont contents d'apprendre. Et il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout, qui découvrent totalement. Et pour l'instant, ça se passe bien. On est toujours cachés dans notre carrière, personne ne nous voit et nous croit gros pollueurs. Donc on aimerait montrer que ce n'est pas que ça, quoi. Et qu'au contraire, il y a très peu de pollution dans notre métier, quoi. Au-delà de la technique, l'ambiance était conviviale, animation pour les enfants, buvette associative et échange entre professionnels et habitants. Avec ses 250 000 tonnes de granulats produites chaque année, le site de Romaincourt alimente les centrales à béton, les entreprises du BTP et les artisans locaux. Une production stratégique autorisée jusqu'en 2045. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également diffusés à la radio. Merci aux auditeurs. Nous sommes également diffusés en podcast audio. N'hésitez pas à vous abonner. À la semaine prochaine.